Mon nom est Julie Massé, je suis étudiante au doctorat en santé communautaire à l'Université Laval et je suis aussi présidente du comité étudiant et de développement de carrière de Vitam. Je suis ravie de vous accueillir en si grand nombre pour ce deuxième dialogue Vitam qui va aborder le thème de la stigmatisation et de l'autostigmatisation en santé mentale. Donc, je prends un moment en début d'événement pour souligner le fait que Vitam, l'Université Laval et le CIUS de la capitale nationale se situent sur les territoires traditionnels non cédés des Hurons-Wendat et Wabanaki. Donc, on tient à souligner ces terres qui nous permettent de nous rassembler virtuellement aujourd'hui. Comme plusieurs d'entre vous le savez, les dialogues Vitam, c'est une initiative de Vitam, Centre de recherche en santé durable, qui est situé à Québec et qui est affilié à l'Université Laval et au CIUS de la capitale nationale. Donc, les dialogues sont des rencontres virtuelles destinées à tous les citoyens, acteurs issus des organismes communautaires, du réseau de la santé et des services sociaux, les chercheurs et des étudiants. Donc, qui ont pour objectif d'échanger dans un contexte qu'on veut interactif et convivial sur un sujet d'actualité ou d'intérêt de la santé durable à partir de la recherche et des connaissances provenant de la pratique et de l'expérience citoyenne et des usagers. Je tiens à souligner aussi la contribution de la direction de l'enseignement et des affaires universitaires, puis de la direction des communications du CIUS de la capitale nationale pour le soutien à l'organisation de cet événement. L'activité d'aujourd'hui est intégrée à la mission universitaire de l'Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux du CIUS de la capitale nationale. Donc, on les remercie pour leur précieux soutien. Je tiens à vous faire quelques rappels pour le bon déroulement de l'événement d'aujourd'hui. Donc, officiellement, la durée de l'activité est d'1 heure, c'est-à-dire jusqu'à 13 heures, mais on vous invite à rester pour continuer les échanges dans un contexte qu'on va vouloir encore plus informel avec nos invités jusqu'à 13h30. Veuillez noter que l'activité va être enregistrée pour une éventuelle rediffusion en ligne. On vous invite à garder vos micros et vos caméras fermés pour toute la première partie des échanges entre les panélistes et vous pourrez éventuellement les réactiver pour une prise de parole lors de la période de discussion à partir de 13 heures. Donc, pendant la période de discussion, vous serez invité à lever la main en utilisant le bouton qui est prévu à cet effet dans votre interface Zoom. Puis, à tout moment aussi, vous pouvez utiliser le chat pour commenter les échanges ou pour poser vos questions. Suite à l'événement, on va vous inviter à remplir le formulaire d'évaluation auquel vous pourrez accéder via le lien qui va vous être transmis dans le chat. Donc, sans plus attendre, je vous présente maintenant nos modérateurs pour le dialogue d'aujourd'hui. Matthew Menier, qui est chercheur régulier au Centre de recherche Vitam et professeur associé au département de médecine familiale et de médecine d'urgence de l'Université Laval. Donc, dans le cadre de ses recherches, Matthew s'intéresse tout particulièrement à l'amélioration de la qualité des soins et des services en santé mentale. Donc, Matthew va modérer les échanges entre les panélistes du dialogue d'aujourd'hui. Et on a aussi Stéphane Anctil, qui est étudiant à la maîtrise en santé publique à l'Université Laval, qui est membre étudiant de Vitam et membre du comité EDI de Vitam. Donc, Stéphane va être chargé de partager avec nos panélistes au moment de la période de discussion les interventions que vous aurez diffusées dans le chat et dans la question-section-réponse. Donc, sans plus attendre, je passe la parole à Mathieu pour qu'il nous présente nos invités d'aujourd'hui. Bon dialogue. Merci beaucoup, Julie. Vraiment, c'est un plaisir d'être avec tout le monde encore une fois pour ce deuxième dialogue sur la stigmatisation. On a vraiment des panélistes, des invités merveilleux aujourd'hui et je vais vous les présenter. Donc, je vais commencer par Luc Vigneault. Donc, Luc est auteur, directeur du livre Préjugés, discrimination, exclusion en santé mentale. Il est père aidant, conférencier international. Il vit avec un diagnostic de schizophrénie, dépression et toxicomanie. Il est chargé d'enseignement à plusieurs universités à Laval et dans le monde. Il est aussi également cofondateur et coordinateur de la recherche pour Vox Québec, une association provinciale de gens qui ont été ou qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale. Rebonjour, Luc. Ça va bien? Bonjour, monsieur. Oui, ça va très bien. Très, 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 très bien. Merci. Excellent. Content que vous soyez de retour avec nous. Mais oui. Et encore aussi de retour avec nous pour ce dialogue, c'est Marie-Ève Côté. Donc, Marie-Ève a débuté sa carrière comme père aidante il y a 2 ans, après 15 ans d'expérience dans le domaine de l'enseignement au niveau préscolaire et au primaire. Et elle s'implique également dans l'association Vox Québec avec Luc et comme patient partenaire à l'Université Laval. Donc, bienvenue, Marie-Ève. Merci d'être de retour avec nous pour ce dialogue.
Merci. Notre troisième invité qui est avec nous pour la première fois, on a le Dr. Tin Ingo Min, qui est professeur adjoint à l'Université d'Ottawa et chercheur associé dans l'axe santé mentale du Centre de recherche du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais. Il est aussi fondateur de la clinique Équilibre, du Centre de rétablissement Intersection et fondateur de Répit Psychose, recherche et enseignement sur les pratiques innovantes dans le traitement de la psychose. Bienvenue, Dr. Min. Merci pour l'invitation, je suis honoré. Parfait. Puis, la dernière, mais pas la moindre, Tania Lecomte est professeure titulaire au département de psychologie de l'Université de Montréal et chercheuse au Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Et ses travaux de recherche portent principalement sur l'amélioration et le développement de traitements pour les personnes aux prises avec un trouble mental grave. Salut, Tania. Bonjour. Donc, dans le fond, un petit rappel pour nos participants aujourd'hui des objectifs qu'on vise par ce dialogue. Donc, dans le fond, ce qu'on souhaite, c'est à la fin de cette activité que vous soyez en mesure de reconnaître la stigmatisation sous ses différentes formes et sous les différentes formes qu'elle peut prendre dans le quotidien des personnes qui la vivent. Et surtout, identifier des approches novatrices, des interventions permettant de contrer la stigmatisation et d'en minimiser les impacts chez les personnes ayant une expérience vécue de stigmatisation et chez leurs proches. Donc, vraiment, notre premier dialogue, on a parlé beaucoup de c'est quoi la stigmatisation, c'est quoi l'autostigmatisation, quelle est l'importance de ce problème-là dans notre société. Et on a abordé rapidement la question des interventions. Puis aujourd'hui, on va dédier encore plus de temps aux solutions, puis aux pistes d'amélioration, puis les différentes interventions pour contrer la stigmatisation. L'enregistrement du dernier dialogue est disponible, je crois, et notre équipe a préparé une petite diapositive ou deux pour juste faire un petit clin d'œil à ce dialogue-là, pour rappeler un peu de certaines définitions qui ont été mises de l'avant dans notre discussion. Donc, je vais juste partager mon écran, ce ne sera pas bien long. OK, puis on trouvait important de commencer notre dialogue avec ce clin d'œil-là, puis aussi assurer que, dans le fond, tout le monde a la même compréhension des concepts clés. Et donc, lorsqu'on parle de la stigmatisation, c'est quoi? C'est lorsqu'on réduit une personne à une seule facette de sa personnalité pour ensuite généraliser ce comportement, cette réaction ou ce trait de caractère à l'individu. Donc, dans le fond, on avait parlé de pouvoir avoir un diagnostic de santé mentale, puis dire que, dans le fond, des personnes avec des problèmes de santé mentale sont des personnes qui sont dangereuses, imprévisibles ou incompétentes. On sait que ce n'est pas le cas du tout. Et on a abordé la question de l'autostigmatisation. Et c'est quand une personne reçoit un diagnostic et qu'elle s'approprie les étiquettes qu'elle croyait vraies pour les autres. Donc, il y a beaucoup de messages dans notre société. Et dans le fond, les personnes qui vivent avec certains problèmes de santé, des problèmes de santé mentale, peuvent s'approprier toutes ces fausses images, ces fausses informations sur la santé mentale. OK? Donc, puis ça a été mentionné par Marie-Ève Côté. Il y a comme une citation, quand on est véhiculé d'images négatives de la maladie et de ce qu'on peut penser de toi, on se l'approprie. C'est comme si j'avais l'impression que les autres savaient mieux que qui j'étais que moi. Donc, ça, c'est quelque chose que Marie-Ève avait dit au dernier dialogue. Puis, on abordait la question des conséquences importantes pour les personnes. Puis, ce qu'on avait dit, c'est que la stigmatisation puis la discrimination peut mener souvent à des situations inéquitables pour les personnes, des diminutions de l'estime de soi, des difficultés à trouver leur place dans la société. Et ça demande aux personnes de prouver que leur maladie n'influence pas leur fonctionnement et leur fait de subir une pression énorme d'être super. Donc, dans le fond, de pouvoir dire, bien, malgré le fait que je vis avec un problème de santé, moi, je vais vous montrer que je suis capable, puis je vais être une super personne, un super woman, un super homme pour pouvoir accomplir mes tâches à la maison, au travail, et ainsi de suite. Et ça met une pression énorme sur les personnes. Donc, un peu pour bâtir un peu sur ce qui a été discuté la dernière fois, j'ai arrêté mon partage. Ce qu'on voulait commencer à faire aujourd'hui, c'est parler un peu de OK, là, on sait très bien que, dans le fond, il y a des conséquences majeures pour la stigmatisation. Puis, dans le fond, quelle est l'urgence d'agir et comment est-ce qu'on peut vraiment
excuse-moi, quelle est l'importance, en fait, de mettre en place des stratégies pour contrer la stigmatisation? Donc là, je vais demander à Luc de pouvoir réagir. Non, je vais demander à Marie-Ève, excuse-moi, de réagir à cette question en premier pour suivre un peu notre plan. Puis par la suite, je vais donner la parole à Luc. Donc, Marie-Ève. Oui, bien, moi, je trouve que c'est super important de mettre des stratégies en place pour contrer la stigmatisation. Ça développe les savoir-être, c'est l'ouverture aux autres qu'on met de l'avant, puis des différences pour une société plus bienveillante, plus empathique, puis plus inclusive. Aussi, bien, je trouve que ça permet à des milliers de personnes de s'exprimer à propos de leur souffrance, à propos d'exprimer qu'ils vont mal, puis dans le fond, puis d'aller chercher de l'aide, d'aller chercher du soutien rapidement. Fait que ça favorise le rétablissement du plus grand nombre de personnes. Puis ensuite, bien, ça permet aussi aux personnes de revenir à l'emploi, de retourner dans leur milieu de travail sans les jugements de leurs collègues, puis qu'on facilite leur réintégration à l'emploi. Ensuite aussi, bien, je pense qu'il est important, c'est de voir à quel point que les gens qui ont un trouble de santé mentale bien, développent des forces, développent des talents, puis qui peuvent être des modèles très positifs de rétablissement qui favorisent l'espoir. Puis dans le fond, on peut voir que ces gens-là, à quel point ils sont résilients, à quel point ils sont courageux, à quel point ils sont persévérants. Parce que la maladie mentale, c'est hyper souffrant. Donc, c'est important qu'on reconnaisse tout le travail que les personnes font pour se rétablir. Puis, je trouve aussi, ce qui est important, c'est de ne pas séparer le trouble de santé mentale que du trouble de santé physique, puis de les traiter avec les mêmes qualités de soins, puis avec la même aide dont ils ont besoin. Fait que pour moi, c'est un peu ce qui me vient à l'idée quand j'entends cette question-là. Oui, j'aime bien votre point sur comment on peut mettre de l'avant les forces et les talents des personnes. On a souvent tendance à oublier que la personne est humaine à la base, puis qu'ils ont des expériences, des talents, des expertises. Si quelqu'un est diagnostiqué avec un problème de schizophrénie, ce n'est pas juste une maladie, c'est une personne à la base. Luc. Oui! Quelle est l'importance de mettre en place des stratégies pour contrer la stigmatisation? Ben, la stigmatisation, ça impacte la personne toute sa vie, puis ça impacte ses proches aussi toute sa vie. Donc, c'est fondamental. Tu sais, dans les années 70, un exemple, là, mes sœurs ont été victimes des mains baladeuses, des mononcles cochons, puis on disait, ben, faut pas en parler, tu sais, endure, puis c'est ça, être une femme, puis bon... Aujourd'hui, c'est inacceptable. On tolère tout ça, et tant mieux. Pareil, moi, j'ai été violé à l'âge de 10 ans, puis bon, on a réglé le problème intrafamilial. Là, tu sais, on ne va pas sur la place publique avec ça. Puis je peux vous dire, je suis traumatisé depuis l'âge de 10 ans de ce viol-là que j'ai subi. Mais aujourd'hui, tant mieux, on accepte ça avec le MeToo. Et aujourd'hui, ben, avec la stigmatisation des malades mentaux, je pense qu'on est rendu là, de dire, ben là, c'est assez, il faut en parler parce que c'est un problème grave qui a des impacts majeurs sur la personne, ne serait-ce que son espérance de vie. Au Canada, hein, on parle de 15 à 25 ans de moins. C'est énorme, énorme, énorme. 80% d'entre nous ne travaillent pas, etc. Donc, puis je ferai du pouce que ce que Marie-Ève a dit. Se lever le matin avec une maladie mentale, avec toutes les... Ça prend une force hors norme. Ça, je vous le dis, là, ça prend une force extraordinaire. Et c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer sur les forces hors normes. Voilà, moi, juste un petit truc, Mathieu, avant de terminer, que je donne des fois en conférence. Trouve une chose que tu fais stigmatise des gens sans te rendre compte et que tu vas arrêter de faire. Simplement. Dans ta pratique comme intervenant ou comme médecin, etc. Et à ça, rajoute une seule chose que tu vas commencer à faire pour aider au rétablissement des gens qui vont à l'encontre de la stigmatisation. Voilà des deux petites choses que je rajouterais. Ouais. Merci, Luc. Tu sais, j'entends, c'est l'importance de contrer ça parce qu'il y a des impacts énormes sur les gens, sur leurs proches, dans les familles, mais tu sais, à un niveau
qu'une hauteur sociétale avec, tu sais, comment ça peut être un frein à rentrer, à aller chercher un emploi, puis retourner au travail, puis tu sais, s'impliquer comme citoyenne et citoyen dans la vie. Donc, toutes sortes d'impacts à toutes sortes de niveaux. Hein. Le docteur Min, l'importance de mettre en place des stratégies pour contrer la stigmatisation. Oui, c'est indispensable. D'abord, la stigmatisation, c'est comme, on parle de santé mentale ici, là, mais on pourrait trouver un synonyme à ça, c'est la discrimination, c'est l'injustice. Et on ne veut pas faire, en théorie, on ne veut pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas que les gens fassent à nous. Alors, je pense que la première chose à se dire, que c'est automatique, ça devrait être naturel. On ne devrait pas stigmatiser, juste pour être bien avec soi-même en premier, puis juste pour être juste avec tout le monde, ben, regarde, on ne va pas le faire avec les autres. Alors, l'idée, c'est d'être conscient de ça. Des fois, il y a la stigmatisation de la discrimination inconsciente. Alors, comment on fait pour s'en sortir? Ben, on fait des dialogues comme ça. Hein? On les rend accessibles par l'Internet et tout le kit. On en parle sans se chicaner puis sans créer trop de résistance, parce que pour changer, ça prend du temps. Alors, il faut, c'est sûr, s'il y a un capital de monde, de gens qui sont assez ouverts d'esprit, ben, ça peut créer des mouvements de changement. Alors, je pense que vous avez déjà réuni un bon 250 personnes en ligne maintenant. Alors, bravo. Je pense qu'il faut des opportunités comme ça. Oui, il faut tenter d'être conscient. Pour être conscient, ben, il faut se retourner sur soi-même et se dire, est-ce qu'on se sent bien? Est-ce qu'on est trop fermé d'esprit? Pourquoi les gens nous envoient des messages ces temps-ci? Pourquoi ils sont irritables avec nous? Peut-être que il y a quelque chose qu'on doit analyser là. Alors, il faut être à l'écoute des critiques des autres et pas toujours être défensif. Et travailler sur ça, sur soi-même. Ensuite, essayer de répandre la bonne nouvelle, la bonne façon d'être gentil avec les autres. Pas nécessairement pour que les gens soient gentils avec nous-mêmes, mais juste pour avoir une bonne vie, hein, puisqu'on qu'on a juste une vie. Et je pense que simplement comme ça, je pense que ça peut faire son chemin. Il faut pas trop forcer les changements. Il faut que ce changement-là fasse du sens. Alors, si vous êtes gentil avec vous-même, ça devrait être quelque chose de fait du sens. Et je pense qu'automatiquement, ça va faire boule de neige. Et espérons que tout le monde va être gentil les uns avec les autres. Évidemment, pour toutes les raisons que Marie-Ève et Luc ont dit, ben, les gens veulent avoir un certain contrôle de la vie, veulent avoir des opportunités. Quand on stigmatise, on catégorise, ben, ça se peut que consciemment ou inconsciemment, on donne moins d'opportunités, les gens sont moins libres, ne peuvent pas s'en sortir. Alors, c'est pas juste pour les autres. Et si les gens le faisaient pour nous, mais ça ne serait pas juste non plus, puis on serait offusqué. Oui, des très bons points. Tania, vous êtes clinicienne, vous êtes chercheuse. De votre point de vue, quelle est l'importance de mettre en place des stratégies pour contrer la stigmatisation? Je pense que c'est essentiel, mais pour différentes raisons. En fait, la stigmatisation, c'est souvent pas conscient, c'est pernicieux et c'est dans toutes les strates de notre société. On le retrouve au niveau individuel, la personne qui va se mettre à croire qu'elle n'a pas la même valeur que les autres. On va le retrouver au niveau du personnel soignant qui ne croit pas que la personne peut avoir une meilleure vie. On va le retrouver au niveau de la société qui considère que c'est normal qu'on mette beaucoup d'argent en santé physique et moins en santé mentale. On va le retrouver à différents niveaux et puis ça fait en sorte que même, les corps policiers et tout ça qui dit que si on appelle, dit écoutez, j'ai quelqu'un qui a un trouble psychotique, si je pense qu'il a besoin d'aller à l'hôpital, est-ce que vous venez m'aider? Automatiquement, ils s'imaginent que la personne va être violente, donc ils arrivent avec l'arsenal lourd. On le retrouve partout. Et les gens, quand on dit, mais est-ce que, on parle de la stigmatisation, tout le monde dit non, je ne stigmatise pas. Mais je vais vous poser 3 questions. Est-ce que vous sortiriez avec quelqu'un qui vous annonçait d'emblée qu'il avait un trouble bipolaire? Est-ce que vous laisseriez, vous prendriez une gardienne ou quelqu'un garder vos enfants si vous saviez que la personne a un diagnostic de schizophrénie? Est-ce que si vous savez que la personne a fait plusieurs épisodes de dépression majeure, vous l'embaucheriez dans votre compagnie? Les gens qui se disent « je n'ai pas d'attitude de stigmatisation », ils ont du mal à répondre à ces questions-là et en toute honnêteté, dire « ah ben non, il n'y en a pas de problème ». Il y a énormément de fausses croyances qui sont véhiculées et qui sont tellement communes que les gens ne s'aperçoivent pas
qui stigmatise. Et je le vois même en recherche, je le vois en clinique. Le psychiatre m'a dit que je ne pourrais jamais avoir une vie normale. Et donc, il y a beaucoup de ces fausses croyances-là qui font en sorte qu'on continue à nourrir la stigmatisation. Donc, je pense que c'est essentiel d'intervenir sur la stigmatisation, mais à tous les niveaux, au niveau personnel avec l'individu, au niveau de l'enseignement, au niveau de la formation, au niveau du gouvernement, au niveau donc de la recherche même. On a même des chercheurs qui, quand ils évaluent nos demandes de subventions, ils disent « Ouais, ben, ça ne sert à rien de travailler avec cette population-là, ils ne peuvent pas aller mieux, ils ont une maladie chronique. » Allô? C'est pas la réalité. Donc, essentiellement, oui, c'est essentiel. Puis je pense que les stratégies devraient toucher toutes les strates de la société et même commencer avec les tout petits. Là, plus qu'on sensibilise jeunes, plus qu'on va avoir de l'impact, selon moi. Très bien, je suis d'accord avec toi. Est-ce que Luc ou Marie-Ève veut réagir à ce qui a été mentionné par soit Dr. Min ou Dr. Lecomte? Ben, absolument. Là, je pense qu'ils ont mis tous les deux le doigt sur le bobo. Je peux me dire ainsi. Nous, on le vit presque tous les jours, la stigmatisation dans la société. Un exemple banal, là, mon médecin de famille me dit « Ah, Luc, je vais te référer pour être sur le comité d'évaluation continue. Moi, je suis en GMFU. » Alors, le gestionnaire du CIUS reçoit mon nom, j'y parle. Après 2 minutes, il dit Moi, M. Vigneault, je pense que vous êtes inapte. Ah oui, vous êtes inapte à siéger sur un comité, puis vous allez nuire au CIUS, puis inapte. Savez-vous ce que ça fait se faire dire ça, vous êtes inapte? Hein? Puis moi, je suis patient partenaire à Laval, à Montréal, à la Sorbonne, à Bordeaux, à Lyon. Pour un inapte, là, c'est pas pire, hein? Mon propre CIUS me dit que je suis un inapte à siéger sur des comités. Alors lui, ce gestionnaire-là, c'est ça qu'il dit à ses équipes traitantes. Alors, et ça, c'est régulier, là. Je ne suis pas un cas d'exception, là, Mathieu. Ne va pas penser que je suis un cas d'exception, là. Hein? Demande à Marie-Ève aussi, quand elle se fait demander pour être patient partenaire, puis qu'on lui demande de s'investir des heures et des heures et des heures, puis qu'on y a $0 parce que ça ne vaut pas la peine de payer un patient partenaire qui a un trouble mental. Non, et ça, à force de... Quand j'ai fait une demande pour adopter la DPJ, après 2 minutes de conversation, on m'a traité d'inapte encore une fois. Hein? Et là, j'ai envoyé une mise en demeure à la DPJ. Là, j'ai reçu une lettre. Non, finalement, vous êtes apte. Mais, tu sais, ça se décide sur le coin d'une napkin. C'est d'un ridicule absolu. Oui. Et ça, c'est régulier. Combien de fois j'entends ça? Monsieur, mais t'es un inapte. Oui, t'as pris ça où, l'inaptitude? Alors, c'est juste des exemples comme ça, Mathieu, que je vais me taire là, parce que je m'emporte un petit peu. Mais avant de déclarer un de vos patients inapte, s'il vous plaît, il y a des formulaires scientifiques, il y a des gens qui ont l'expertise pour que ça ne se décide pas sur le coin d'une table. Voilà. Donc, on voit que c'est vraiment des choses qui sont quand même très blessantes pour la personne. Hein? Absolument. Vous avez levé votre main à 2 secondes. Vous voulez intervenir? Oui, évidemment. On est toutes des personnes raisonnées dans ce panel-ci, puis dans l'auditoire, là. Ça nous fait mal, hein, entendre ça. Moi, ça me fait mal. Alors, normalement, automatiquement, il y a un mouvement automatique de notre corps, de notre raison, là, pour trouver un moyen de déstigmatisation à ça, hein, normalement. Mais je pense que c'est le gros bon sens aussi. Entendre ça, c'est très douloureux. Et bon, évidemment, la première étape pour s'en sortir, c'est de dénoncer. Vous venez juste de dénoncer ça. Ça vous fait un peu de bien. Oui! Il ne faudrait pas dire le nom tout haut de la personne ici, là, mais ça Je n'ai pas dit. mais je veux dire, bravo, il faut dénoncer les choses. Alors, c'est des étapes pour contrer la stigmatisation, avoir des canaux pour dénoncer, des fois de façon administrative ou légale. Alors, en Outaouais, il y a droit à accès, mais je pense que dans tous les hôpitaux, il doit y avoir des organismes qui sont un peu à l'écoute des droits des patients, là, typiquement lorsqu'ils sont hospitalisés contre leur gré. Puis voilà, c'est pour faire être une tierce partie pour aider à retrouver une certaine justice.
Puis ensuite, ah là là, il y a beaucoup de gens qui changeront jamais, hein. Des fois, ces gens-là sont en position d'autorité. Puis comment être assez fort pour se dire, ah mon Dieu, il y a des gens bornés qui ne changeront jamais. Puis comment rester calme avec ça, puis se dire, Luc, t'es une bonne personne, peu importe qui Merci. te tenter de te définir. Puis dans notre société, on aime ça définir, évaluer les autres, là. Mais il faut beaucoup de force, hein. Ça doit venir de toi aussi, de dire, regarde, ces gens-là, il faut plus écouter, puis tu es une bonne personne. Puis c'est sûr, là, on est totalement impressionné par toute ton implication. C'est incroyable. Tu es un ambassadeur de la réussite du rétablissement, là. Mm. Oui. Marie-Ève, Oui, ben, je trouvais ça intéressant, Tania, quand tu parlais de l'éducation, puis justement de toute l'idée d'en parler tôt, de déstigmatiser tôt dans le monde, justement, des tout-petits, des ados, des plus vieux, justement, pour faire avancer les choses. Et puis aussi, ben, moi, dans mon parcours comme enseignante, j'ai la chance j'enseigne. Puis j'ai la chance d'avoir des enfants qui me disent « Ah, Madame Marie-Ève, tu es une bonne enseignante » ou d'avoir des collègues qui viennent me voir, qui m'ont écouté, puis qui, justement, je les vois répéter un peu mon enseignement, puis tout ça, puis je m'appuie, malgré la stigmatisation, sur des faits réels. Puis les faits réels, ben, c'était que je faisais bien mon travail et que j'ai dû, justement, j'en ai vécu de la stigmatisation dans mes milieux de l'emploi. Mais je me suis toujours appuyée sur tous les vrais faits, en fait, qui me disaient, ben non, tu es à ta place, continue. merci Marie-Ève. Tania, parlons de stratégie d'intervention. Donc, puis on va concentrer une bonne partie du reste du dialogue à ce sujet-là. Donc, peut-être nous aider à faire un genre de mapping de tout ça, mais quelles interventions ou stratégies existent pour lutter contre la stigmatisation? Bien, je parlais des grandes classes, puis après ça, je sais que tout le monde va rajouter des informations plus précises dans chacune de ces grandes classes-là, mais il y a la stigmatisation, mettons, de la société ou des monsieur, madame, tout le monde, puis l'auto-stigmatisation, envers soi. Certaines stratégies peuvent toucher aux deux, là, mais si on parle de la stigmatisation, mettons, au niveau sociétal, il y a comme 3 grandes stratégies qu'on utilise, c'est soit, disons, aller plus au niveau de la contestation, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un message qui est véhiculé qui est faux dans les médias, dans les nouvelles, etc., quand on utilise un terme, schizophrénie de manière inappropriée, si on fait de la publicité avec ça, etc. Donc, on conteste et on oblige donc d'enlever ces mentions-là. Donc, ça, c'est une forme. Il y a la forme qui est plus au niveau de l'éducation. Donc, et ça, ben, d'ailleurs, dans le livre, là, vous voyez derrière Luc, le livre en blanc. Là, Oui. j'ai mis le lien d'ailleurs dans le chat. Si les gens sont intéressés à se le procurer. Mais l'enseignement, mais c'est comment on enseigne aussi. Donc, c'est d'enseigner la santé mentale de manière non stigmatisante, d'enseigner comment aider les personnes qui ont les troubles mentaux de manière non stigmatisante, d'avoir un enseignement qui est plus humain, qui n'est pas basé sur des boîtes, des catégories, de distinction entre les personnes, mais plutôt montrer qu'on est tous sur un continuum, puis ça peut arriver à n'importe qui. Et donc c'est vraiment une façon d'enseigner. Donc, l'éducation est très, très importante. Et l'autre, c'est le contact. Donc, c'est-à-dire de rencontrer des personnes qui ont une expérience vécue, soit en personne ou on voit de plus en plus des témoignages sur YouTube ou des gens qui s'ouvrent, qui parlent de leur histoire, qui créent même des petits blogs qui racontent leur quotidien. Je pense que ça aide beaucoup à déstigmatiser, je dirais, au niveau de la population en général. Puis au niveau peut-être plus individuel, si on pourrait en reparler plus en détail, mais il y a des interventions, entre autres celle de Patrick Corrigan qui s'appelle HOP, le HOP, ça veut dire honnêteté, ouverture, puis le P, c'est pour proud, en français, on dirait fierté. Et donc, c'est des interventions où on aide la personne à être fière de sa résilience, de sa force, d'avoir passé à travers ces obstacles-là. Et c'est vraiment basé sur le mouvement de la fierté gay, de dire, mais arrêtons de s'écraser. En fait, on est plus fort que bien du monde d'avoir passé à travers de tout ça. Et donc, ça, c'est une intervention qui a fait ses preuves et qui montre qu'on peut vraiment aider les personnes qui sont victimes de stigmatisation et d'auto-stigmatisation à être fiers d'eux.
Donc, je dirais de manière très brève, c'est comme, disons, les grandes tendances, mais je vais laisser les autres en rajouter, là, mais voilà. Puis en fait, Tania, vous allez me corriger, mais on peut combiner aussi les interventions. On peut avoir des programmes qui agissent autant au niveau pratique, donner un contact aux personnes, éduquer les gens, mais éduquer plus largement avec des campagnes de sensibilisation. On peut faire plusieurs choses en même temps. Puis, d'après ce que j'ai vu dans la littérature, c'est encore plus efficace lorsqu'on est capable d'agir à plusieurs niveaux en même temps avec une population. Puis aussi, ben, le Dr. Men va probablement continuer là-dessus, mes collègues aussi, mais d'offrir des soins centrés sur leur établissement, de croire que les personnes peuvent s'en sortir, déjà là, c'est déstigmatisant. D'offrir un emploi à quelqu'un qui a un trouble mental, d'agir avec les gens qui ont des troubles mentaux comme on agirait avec tout le monde, ne pas agir autrement, ça aussi, ça déstigmatise. Donc, il y a beaucoup de petits gestes et de plus grands gestes qu'on peut faire, mais disons, c'est comme les grandes tendances, mais je vais laisser mes collègues rajouter là-dessus. Dr. Min, qu'est-ce que vous préconisez comme intervention ou stratégie pour contrer la stigmatisation? Oui, il va falloir que vous m'arrêtiez parce qu'il y a tellement de choses à dire, comme Tania pourrait en faire une conférence de 3 jours, puis on n'aurait pas fini, là. D'abord, essayer d'être, avoir une éthique personnelle là, de vivre authentiquement. Alors, quand on voit qu'il y a quelque chose qui est un peu pas correct, prendre le temps de creuser ça et dire, il y a quelque chose de correct. Si j'étais dans sa place, je me sentirais pas mal. Puis il y a plein de cliniciens qui sentent comme ça et qui n'osent pas en parler. Alors, il faut essayer de oser d'en parler, peut-être en petit groupe en premier avant de oser le dire au département ou à tout le monde, parce que tout changement prend du temps. Alors, être un peu diplomatique à amener ces changements-là, mais des fois, il faut être un peu plus drastique dans certaines révolutions, mais pas trop drastique non plus, là, mais juste être relativement stratégique dans les changements, parce que les gens, quand on leur dit hey, « t'as pas été correct », peut être défensif, puis au contraire, on peut se causer plus de tort en étant trop drastique dans les approches révolutionnaires, là, puis tout sera réprimé. Alors, il faut être stratégique là-dedans. Alors, oser vivre authentiquement, savoir qu'il y a des choses qui doivent être dénoncées. Des fois, ça ne marche pas. Hein. Moi, comme tout le monde, on a besoin peut-être de plus de force pour changer. Là. Je ralentis quand je vois une police. Hein. Alors, des fois, c'est peut-être bien de voir une police à un coin de rue de temps en temps, là, ou un petit truc qui dit il y a un radar automatique là, qui va me donner une grosse amende, là, si je veux. Alors, avoir une police, c'est utile. Hein. Ça sonne comme répressif ou infantilisant d'avoir ça. Mais savoir qu'il y a des associations de patients, que tous les patients ont des recours s'ils sentent qu'ils n'ont pas été respectés. Et peut-être avoir des inspecteurs qui pourraient aller sur les unités de soins, évaluer les cliniques, hein, un peu comme il y a des inspecteurs qui vont dans les restaurants pour voir si les frigos sont assez froids ou si c'est lavé, qu'on ne le ferait pas en santé mentale. Hein. C'est quelques idées comme ça. J'achète cette idée-là, moi. J'achète ça. C'est relativement simple. Il y a des gens qui pourraient je sais pas moi, se déguiser en un patient qui va se faire hospitaliser, puis voilà. Évidemment, l'enseignement, c'est indispensable à tous les niveaux, que ce soit aux cliniciens, aux familles, à la société, oser en parler. Évidemment, sans trop brusquer les gens pour pas que les gens se sentent critiqués et deviennent défensifs. Alors, comme on le fait aujourd'hui en tout respect, je pense que c'est très bien. Pour rappeler tout le monde que on peut avoir des étiquettes. Hein? Moi, je suis un asiatique, quelqu'un est un bipolaire, mais on est tous des humains ici. On a toutes les mêmes aspirations. On veut être respecté, et pour l'être, il faut respecter les autres. Hein? Alors, il faut des rappels de respect, et se rappeler qu'on est tous des humains sur la même planète, sur la même boule, et qu'on veut tous des ailes. Puis les ailes, ça veut dire, c'est un acronyme qui veut dire on a besoin d'autodétermination, vouloir dire qu'on peut se sentir en contrôle dans sa vie. Autodétermination, c'est le A. Et I, c'est veut être un humain, une personne qui veut vivre sa vie, pas un schizophrène, ou un asiatique, ou je sais pas quoi. Okay? Ça, c'est le I. L pour on a tous besoin de liens sociaux. Okay? Alors, c'est sûr, si on coupe la conversation, on stigmatise, on catégorise, on isole, ben, il n'y a plus de lien social ici. On a tous besoin de ça, c'est humain. E pour espoir et S, le sens.
Oui, Alors, voilà. on en veut tous ça, qu'on soit patient, qu'on soit médecin, soignant. Voilà. Alors, se rappeler l'essentiel. Et si on se rappelle quelques fois par mois déjà, puis on essaie Mhm. d'appliquer toute intervention qui pourrait nous rappeler cette humanité-là, je pense qu'on va juste faire du bien à soi et aux autres. Merci, j'aime bien cet acronyme-là, je vais Oui, l'utiliser. oui, on retient ça. Marie-Ève, pour vous, est-ce qu'il y a des interventions ou des stratégies qui sortent du lot, des choses qui vous intéressent particulièrement? Ben, tout ce qui a été dit, je trouve ça vraiment génial. Puis je me dis, ben, si ça prend aussi tout un village pour élever un enfant, ben, ça prend aussi tout un village pour permettre à quelqu'un qui a un trouble de santé mentale de se rétablir. Donc, c'est à tout le monde, c'est la responsabilité de tout le monde de permettre dans les milieux de travail, dans les familles, avec les amis. Alors, c'est tout un travail qu'on va faire ensemble pour vaincre la stigmatisation, en fait, là. Exact. Luc, des Oui, réactions ou des interventions, des ben, stratégies, des programmes que vous voulez mettre de ben, l'avant? d'abord, c'est important de se rappeler la littérature mondiale, c'est pas moi qui le dis, là, hein, les recherches, les méta-analyses disent que ceux qui nous stigmatisent le plus, c'est les intervenants. Hein? Ils l'ont dit, là, Dr. Ming et Dr. Lecomte l'ont dit, c'est pas volontaire. Les gens font pas ça volontairement, mais ils le font. Mais leur première réaction, c'est de nier. Ça aussi, la littérature le dit. Non, 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 on fait pas ça. Ou c'est pas si pire que ça. Oh non, t'exagères. Ah, pas mon institution. Ça, on entend ça, puis la littérature le dit. Alors, encore une fois, prenons acte collectivement qu'il y a une urgence d'agir, puis qu'il faut mettre fin à la stigmatisation. Prenons-en acte. Puis nous, on ne pitche pas des roches à personne, là. Au contraire. Puis un des moyens efficaces qui a été montré dans la littérature, on sait que la formation, ça ne marche pas. Perdons pas notre temps à former le monde, la lutte à ça ne marche pas, ça on le sait. Ce qu'on sait qui marche, c'est des discussions, des ateliers de discussion. Hein? On s'assied tout le monde ensemble, puis on en parle. On parle de ce qu'on fait. On peut prendre un cas type, là, qu'on appelle un cas traceur, n'importe quoi. Est-ce qu'on aurait pu faire autrement? Hein? Est-ce qu'on a fait statut stigmatisant? Puis, des fois, on s'en rend pas compte, tu sais, mais que la littérature dit, une des choses efficaces, c'est le dialogue, par des ateliers de dialogue. Il n'y a personne qui veut stigmatiser le monde, personne, mais ils le font des fois parce que c'est comme ça. Puis, alors moi, je dirais, c'est ça que j'ai envie de dire aux gens. OK. Parmi les stratégies de contact que Tania avait mentionnées, on avait parlé de mettre les gens en contact avec des personnes qui vivent ces problèmes-là. Des pères aidants dans notre système de santé, dans la société, ils jouent un rôle important. Luc, vous êtes père aidant. Marie-Ève, vous êtes père aidante aussi. Peut-être Marie-Ève, commencez par vous, là. Est-ce que vous sentez que c'est par le biais de vos implications comme père aidante, vous réussissez à changer les mentalités, changer les attitudes, puis contrer la stigmatisation? Hein? Parce que, la littérature nous dit que c'est parmi les approches les plus efficaces pour contrer la stigmatisation. Oui, je pense que ça a un impact, en effet. Puis je vois que de plus en plus, ça a un impact, puis de plus en plus, il y a une ouverture. Fait que je trouve ça vraiment positif. Par des témoignages, les gens sont curieux, veulent en apprendre davantage, veulent comprendre, les gens veulent comprendre. Donc, puis je me rends compte que j'ai beaucoup plus, en parlant maintenant, en étant ouverte j'ai le diagnostic du trouble bipolaire de type 1, puis en étant vraiment plus travailler pour la cause, bien, j'ai des témoignages de gens que je ne me serais jamais imaginé qui viennent partager avec moi. Donc, ça rassemble vraiment beaucoup de monde. Fait que finalement, c'est pour l'avenir, j'ai juste du positif, là, je pense, qui se dégage de ça. Puis je suis très contente de m'impliquer en santé mentale. Hein. J'ai continué à enseigner pendant quasiment 15-20 ans, là, sans parler ouvertement de mon trouble de santé mentale. Puis aujourd'hui, c'est mon conjoint qui m'avait dit « Parle-en, Marie, parle-en. » Là, je te parle-en. Puis là,
Mais finalement, oui, il avait raison. On en parle, Hmm. oui, on le dit, oui. Puis on le dit que le rétablissement est possible, puis d'être stable, c'est possible, puis d'être heureux, c'est possible. Puis c'est ça que les gens ont besoin d'entendre aussi, tout cet espoir-là. Puis les pères aidants, c'est des modèles d'espoir. Donc, c'est juste beau, puis de voir, en tout cas, c'est pour moi, là, c'est un grand pas pour moi, mais je me rends compte qu'il y a un grand pas qui se fait partout aussi, là. Exact. J'ai une petite question. Oui, vas-y, Je Dr. rajouterais, moi, Oui, j'ai travaillé à l'interne à l'Institut universitaire de santé mentale de Québec, puis eux, ils sont habitués à voir des gens très, très, très malades, souvent en crise. C'est leur quotidien, là, les gens qui sont à l'hôpital puis aux urgences. Là, il arrive un père aidant qui va bien. Oh! Ça lui rappelle que, hey, c'est vrai, Luc a déjà été dans une situation où il était incontrôlable, il était intenable, il faut lui contentionner, puis tout. Puis aujourd'hui, ben, il travaille avec nous, c'est un collègue de travail. Mon Dieu, d'avoir une personne rétablie d'en face à journée longue, ça change ta perception aussi. Parce que ça aussi, c'est prouvé dans le. Plus tu travailles au cœur de l'hôpital, plus tu es stigmatisant. Puis plus tu travailles loin de l'hôpital, dans les cliniques externes ou dans les gars, tu stigmatises moins parce que tu vois des gens mieux. Alors, l'idée, une stratégie, c'est de permettre aux gens de l'hôpital ou qui sont au cœur des unités de voir du monde bien. Ça, c'est tellement important. C'est ça que les pères aidants apportent. Oui, merci, Luc. Vas-y, Dr. Min, puis ensuite, je vais revenir à Tania. Oui, je vais enchérir sur ça. Je pense qu'on apprend beaucoup, on peut apprendre beaucoup dans les livres, là, mais on apprend beaucoup de façon expérientielle. Alors, si on voit quelqu'un qui va bien, ça fonctionne mieux que lire 10 heures sur le sujet, là, des fois, là. Alors, moi, j'ai la chance de travailler en communauté. Alors, j'ai vu des patients évidemment très malades en communauté, à l'hôpital aussi, mais j'ai vu des patients bien, puis ça m'a étonné, hein, mais on peut le lire dans le livre, mais puis très tôt dans ma formation. Mais je pense que les résidents en psychiatrie, maintenant, ils ont des formations obligatoires en communauté. Alors, je pense que ça risque de changer les choses, j'espère, là, qu'on peut. Et évidemment, tu sais, avoir des conférences où il y a des pères aidants qui s'en sortent, puis ils montrent à tout le monde, hey, je vais bien. Alors, c'est bien. Je pense que dans les comités de recherche, maintenant, il y a souvent, c'est encouragé là, d'avoir un père aidant ou quelqu'un qui a vécu c'est la maladie qui va conseiller pour les recherches. Dans les conférences aussi, je pense à l'AQRP, où il y a des conférenciers pères aidants qui viennent. Et je voulais juste ajouter l'idée que hey, je suis un peu jaloux, là. Moi, j'aimerais ça être père aidant aussi. Puis, vous savez quoi? Je me considère comme un père aidant, même si j'ai pas le titre, parce que ça me rappelle, ben, on est tous sur la même terre, on a vécu des moments difficiles, tu sais. Non, j'ai pas la schizophrénie, j'ai pas la maladie polaire, mais j'ai eu des moments difficiles. Et oser le dire d'une certaine façon correcte, hein, ou y penser lorsqu'on est avec un patient, ben, ça nous rappelle notre humilité, notre vulnérabilité. Puis je pense qu'on rentre mieux en contact avec l'autre. Puis l'autre personne, si on a adopté cette façon d'être-là, cette posture-là, va le sentir. Et juste cette atmosphère-là est déjà très moins stigmatisante. Alors, ça aide à ce respect-là. Et je pense qu'on arrive mieux au rétablissement aussi. Et, excusez, je parle beaucoup, là, mais je pense que la maladie stigmatise aussi. Hein? C'est pas seulement l'action ou la catégorisation des gens, là, parce que le cerveau pense comme ça, là, ou le manque d'éducation des gens, ou la méchanceté des gens. La maladie fait en sorte que la personne peut changer beaucoup et ben ça bouscule la vision des gens qui vont dire hey, Dieu, qu'est-ce qui arrive? Il a tellement changé rapidement. Alors, et veut pas, c'est automatique pour le cerveau de faire ça parce qu'il doit apprendre. Okay? Je pense qu'intervenir précocement dans la maladie fait en sorte que la personne n'est pas totalement désorganisée quelque part, puis dit quelque chose qu'elle ne devrait pas dire ou faire quelque chose qu'elle n'aurait pas dû faire parce que c'est allé trop loin. Traiter tôt fait en sorte que la personne veuille être traitée tôt aussi, hein, ça veut dire soulager le stigma de l'accès aux soins. Ben, je pense qu'à long terme aussi, c'est une façon pour déstigmatiser. C'est pour ça que les soins précoces, on y croit beaucoup. Puis les soins précoces, je ne parle pas nécessairement de donner la médication à tout le monde. C'est des traitements intéressants. Souvent, les traitements précoces, c'est pas pharmacologique.
hein. C'est tout le reste, c'est le non pharmacologique, c'est l'activation sociale, l'activation mentale, l'activité physique, toutes sortes de choses. Bien Et sûr. vous m'avez demandé d'en parler un peu, alors je vous le montre maintenant, là. Peut-être que j'aurais plus le droit de parler tout à l'heure, là, mais c'est un peu la fleur du rétablissement pour les gens qui sont Oui, elle est belle, la intéressés. fleur. Alors, c'est toutes les affaires que les gens peuvent faire pour être mieux. Alors, ça rappelle l'autodétermination, les pouvoirs d'agir des gens. Et parce que des fois, les patients, ils ne savent pas, ils disent, non, ben, j'attends après la psychologie ou le médicament. Non, vous avez beaucoup de choses que vous pouvez faire pour vous-même. Et comme ça, la personne se rappelle son pouvoir d'agir. Nous, on le rappelle aux patients aussi. Et tout le monde est responsable dans son établissement. Et voilà, c'est pas juste, on n'attend pas seulement à la société de ne pas être stigmatisant, mais la personne peut faire des choses pour se déstigmatiser et sentir qu'elle a un pouvoir d'agir et sur son établissement. Moi, je pense que si on n'est pas proche aidant ou aidante de façon formelle, même informelle, on peut être allié. Puis je pense que c'est ça qu'on avait dit aussi Oui. à notre dernier dialogue, qu'on peut être des alliés ou des personnes qui vivent ces problèmes-là pour ne pas nous-mêmes véhiculer des fausses images, des fausses croyances sur la stigmatisation. Tania, je reviens vers vous pour, dans le fond, que vous parlez d'autres interventions, des programmes que vous aimez, que vous trouvez prometteuses, novatrices. Vas-y. Merci. D'ailleurs, je parlais allié, je vais faire comme Luc, je vais plugger mes livres. Oui, oui! C'est ça qu'il faut faire, Daniel. Dans la dernière année, j'ai écrit un tout petit livre. C'est un livre de poche, ça se lit en 20 minutes. Ça s'appelle Côte à côte, comment aider un ami ou un proche qui a un trouble mental grave. Ça se trouve un peu partout ou en ligne avec les éditions, on va savoir. Luc l'a lu, puis d'autres aussi. Et en fait, c'est vraiment un guide. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est un ami ou un proche, puis on ne sait pas comment aider la personne qui est avec nous qui a un trouble mental. Des stratégies très simples qui peuvent être utiles pour plusieurs types de difficultés que les gens peuvent rencontrer. Et aussi, qu'est-ce qu'il faudrait éviter de faire, qu'on pense que ça peut aider, mais que ça n'aide pas. Là. Donc, en tout cas, je vous recommande, là, c'est un petit guide. Mais Oui. si on revient à la stigmatisation, je pense que oui, il y a des interventions concrètes, puis je pense qu'on en a entendu beaucoup. La paire aidante, je trouve que c'est essentiel. J'écoutais, puis je pensais, mais tu sais, moi, j'ai des collègues qui sont psychologues, qui ont déjà fait des psychoses, je connais des psychiatres qui ont des troubles de l'humeur sévères. Je connais des personnes que j'ai eues comme en bureau, que j'ai eu dans mes recherches, qui étaient à l'hôpital, qui avaient peur de sortir et qui m'écrivent 5 ans plus tard pour me dire qu'ils sont mariés, qu'ils ont un enfant, puis qui maintenant, ils ont réussi à finir leur doctorat, puis qu'ils sont psychologues dans un hôpital psychiatrique, puis ils offrent l'intervention qu'ils avaient reçue avec moi. T'sais. Donc, je veux dire, il y a plein de messages d'espoir partout. Puis je pense que, le message d'espoir, c'est quelque chose qui va venir changer notre vision. C'est pas tout le monde qui va faire des études graduées, c'est pas tout le monde qui va travailler 40 heures semaine, mais est-ce qu'on a besoin de tous travailler 40 heures par semaine? Est-ce que comme société, on peut comme accepter que c'est correct que des personnes qui vont travailler 10, 12 heures, puis il y en a d'autres qui travaillent 20, puis il y en a d'autres qui travaillent 40, puis c'est correct à différents moments de la vie que ça change, que c'est pas toujours pareil, selon l'état de la personne, selon ses besoins, selon ses capacités. Et est-ce qu'on peut, comme société, se dire, bien, il n'y a pas un one size fits all, il n'y a pas un moule, et c'est correct. Et c'est correct d'avoir des employés qui sont peut-être à temps partiel, mais qui ont une bonne qualité de vie, puis un bon équilibre et qui ne nous lâcheront pas. Et je pense qu'il y a comme vraiment une réflexion à faire, puis on l'a vu beaucoup avec la pandémie, il y a eu une désertion du milieu du travail, on a des absences partout, absence de maladie, des gens qui quittent leur emploi et tout ça, puis alors qu'il y a plein de gens qui ont les troubles mentaux qui aimeraient travailler, qui ne travaillent pas. On peut-tu comme peut-être juste réfléchir autrement et de dire, bien, il y a de la place pour tout le monde, puis on va créer une place agréable pour tout le monde, pour redonner le goût. On regarde ce qui se passe en France, c'est terrible. Les gens, ils font des grèves parce qu'ils ne veulent pas travailler 2 années de plus. Ici, on a plein de gens qui veulent travailler. Puis, donc, moi, je pense qu'on a vraiment une grosse réflexion de société à faire qui touche à la stigmatisation, qui touche à notre approche. Luc, il disait, bon, on a fait ça avec le MeToo, on le voit aussi avec les peuples autochtones. C'est du monde qui ont été énormément stigmatisés, puis maintenant, il y a un réveil, puis une fierté, puis on est en train de voir les choses autrement, puis de dire, wow, hey, on les a maltraités, ce monde-là, ça n'a pas d'allure.
Mais moi, si vous saviez, le nombre de mes clients que je vois en thérapie qui ont fait un stress post-traumatique suite à leur hospitalisation en psychiatrie, honnêtement, c'est près de 80% des clients que je vois. Encore aujourd'hui, là, puis je ne parle pas du monde d'il y a 15 ans, là, encore aujourd'hui, j'ai du stress post-traumatique suite à leur hospitalisation. Donc, comme société, ça n'a pas d'allure. Donc, on se dit, on est supposé d'offrir des soins à des gens, puis ils ressortent plus maganés qu'avant d'arriver. Et de penser que la santé mentale, ce n'est pas juste dans la tête. Qu'est-ce qui se passe dans la vie, dans la société, c'est notre santé physique, d'avoir vraiment une approche plus holistique, je pense que ça peut être très utile. Et je le dis même souvent dans les livres, quelqu'un qui ne file pas, des fois, juste va prendre une marche avec, juste, assis-toi à côté, de sentir une présence, il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais pour déstigmatiser, je pense que, et là, tout le monde, vous avez votre point de vue, mais d'en parler ouvertement. Plus qu'on parle, plus qu'on partage, plus qu'on ne dit pas en cachette que, ouais, j'ai fait un burn-out, on le dit ouvertement. On ne dit pas en cachette, ouais, moi, ma mère, elle a un trouble, borderline, ben non, je le dis ouvertement. C'est d'être authentique, d'être vrai, puis d'en parler ouvertement. À un moment donné, les gens vont dire, ah, ben finalement, c'est pas pire que dire je fais un cancer du sein, c'est pas pire que dire je me suis cassé le pied, je suis capable d'en parler ouvertement. Je pense que c'est là que ça va vraiment changer la donne et plus que les gens vont en parler. Puis c'est un peu ça le mouvement de Honest, Open, Proud là, de Corrigan. Plus qu'on en parle, plus que ça va devenir normal d'en parler. Et comme société, ben, on va devoir s'ajuster puis dire OK, il y a une place pour tout le monde, puis on va la créer notre place. Désolée, je parlé beaucoup. Oh, c'est excellent. Dans le fond, la première heure de notre dialogue tire vers la fin. Et donc, dans le fond, puis je suis content que vous avez abordé dans ce dernier point, Tania, ce qui vous rend optimiste, parce que c'est un peu le mot de la fin qu'on veut donner à chaque invité. Moi, personnellement, ce qui me rend optimiste, c'est par le simple fait d'avoir ces discussions-là, on peut avoir des impacts. Puis je vous donne l'exemple parfait. À notre dernier dialogue, on a invité Kevin-Marc Valéry de présenter sur la stigmatisation. Puis lui, il est responsable. Il a créé un programme en France, Stigma Pro, sur lequel sa thèse portait. Et le CIUS, la capitale nationale, va aller de l'avant pour implanter ce programme-là au Québec. Donc, c'est des impacts comme ça, on le voit. Plus qu'on en parle, plus qu'on peut avoir des impacts. Dans 30 secondes, Marie-Ève, qu'est-ce qui vous rend optimiste par rapport au futur puis par rapport à cette idée de contrer la stigmatisation? 30 secondes. Bien, on en parle. Les artistes parlent de santé mentale, des articles parlent de santé mentale, des politiciens durant la COVID ont parlé de santé mentale beaucoup plus. Les gens en parlent davantage partout, dans tous les milieux. Donc, moi, en 30 secondes, c'est que plus on en parle positivement de la santé mentale, bien mieux c'est. Très bien. Dr. Min, je vous mets au défi, là. 30 secondes, qu'est-ce qui vous rend optimiste par rapport à ça? J'ai partagé quelques liens ici. Alors, j'ai agi comme directeur de la formation médicale des psychiatres au Québec pendant quelques années, là. Puis vraiment, ces approches-là biopsychosociales holistiques, hein, il y a tout un série de livres là, par un psychiatre très connu au Québec là, qui a publié ça dans les années 80 déjà, là. Mais ça prend du temps à prendre sa place dans la société. Alors, les gens qui sont intéressés, bien évidemment, ils peuvent, supposons que leur proche est hospitalisé ou peu importe, ils peuvent dire, regarde, j'aimerais ça appliquer ces approches biopsychosociales-là. Alors, ça peut peut-être aider à donner de l'espoir. Et aujourd'hui, on a parlé de beaucoup de facettes d'intervention, de façons d'intervenir, que ce soit juste gentiment avec soi-même, être gentil, puis peut-être qu'on va le répandre ailleurs. Des fois, il faut une police, alors des moyens légaux, administratifs des fois. On a parlé d'enseignement, mais on n'a pas parlé de financement sur le plan politique puis argent. Hein, si la majorité de l'argent va dans les soins aigus à l'urgence parce que c'est bon pour la politique, ben, on passe moins de temps au rétablissement, à la prévention. Puis je pense que puisqu'on travaille sur ça, moins que des situations aiguës qui amènent inévitablement à des crises, puis probablement des situations de contrôle, des traitements très traumatiques qui stigmatisent de plus en plus. Alors, travaillons en aval aussi. Okay, très bien. Luc, dans 30 secondes, votre mot de la fin?
Je vais faire ça vite. Moi, bon, j'ai choisi d'avoir une vie publique, hein, mais à chaque fois que je vais à l'épicerie, au centre d'achat, je me fais accoster par le monsieur, madame, tout le monde que j'ai jamais vu de ma vie qui me dit bravo, félicitations, puis merci. Merci de le dire publiquement, puis bravo de vous en être sorti. Alors, on ne voyait pas ça il y a 15 ans, là. Et les gens disaient, ah, moi j'ai un frère, j'ai une soeur, bon. Alors, monsieur, madame, tout le monde reconnaissent nos efforts, puis ils reconnaissent qu'on est sur la bonne voie. Ben, ça, c'est ce qui me donne de l'espoir. Très bien. J'ai dit le mot de la fin, mais on s'entend, on continue une autre 30 minutes. Hein. C'est la fin pour certaines personnes, mais pas pour tout le monde, certainement pas pour nous. Donc, je vais peut-être passer la parole. Il y a quelqu'un qui a la main levée et je sais que dans le fond, elle attend depuis un petit bout. Est-ce que dans le fond, Julie, on a le temps de faire ça maintenant? Ou... Oui? Avant que je vous passe la parole? Parfait. Est-ce qu'on peut donner la parole à Joël? Bonjour. Bonjour, Joël. Bonjour, c'est gênant. OK, bonjour à chaque personne qui est dans la salle présentement. OK. Pour ne pas perdre mes idées, j'ai écrit ce que je voulais dire, ça va être plus facile pour ne pas déborder. J'ai écrit que, selon mes expériences personnelles, je dis qu'il ne faut pas avoir peur des mots tels que stigma, exclusion, inclusion, capacitisme. Plusieurs mots comme ça. Parce que sinon, comme une personne qui vit ça, elle ne va pas arrêter de se battre, de devoir toujours protéger les autres personnes qui le disent. Parce que, alors que c'est elle qui est stigmatisée. Souvent, on se retrouve dans des situations où il faut faire un peu attention parce qu'on a été blessé par des paroles, des mots, des gestes. Et comme c'est une personne qui peut être significative au niveau social ou médical, peu importe, il faut comme que tu le gardes pour toi et tu essaies de comprendre que non, c'était pas volontaire et puis tout, mais tu as quand même vécu l'action. Alors que si c'était une autre personne qui ne serait peut-être pas éméritée, ça aurait été correct de le dire. Puis ça, je trouve que c'est pas logique, c'est pas juste. Il y a ça, puis les incohérences sociales entre ce que, c'est ça c'est pour finir, les incohérences sociales entre ce que tu as vécu et l'invitation à dénoncer, c'est un pan sérieux qui est très agressif. Ce que je veux dire, c'est l'incohérence, c'est être agressive en elle-même entre tu l'as vécu, oui, mais dénonce pas cette personne-là, mais ça aurait été peut-être une autre, on t'aurait même pas dit, on t'aurait invité à dénoncer. Puis certaines d'autres, non. Alors ça, je trouve que c'est très difficile. Pourquoi? Parce qu'automatiquement, ça vient encore diviser le droit à une personne d'avoir, de s'émanciper, puis d'être bien dans son état mental ou bien dans son état tout simplement en tant que personne. Alors, c'est ce que je voulais dire par rapport à tout ce que j'ai entendu parler depuis tantôt. Merci, Joël, pour votre intervention. Je vais laisser les invités réagir à ça, mais avant ça, je vais donner la parole à Julie juste pour fermer cette première partie du dialogue. Oui, merci Mathieu. Donc, il est presque 13 heures. Donc, comme indiqué en début de séance, nos invités, nos modérateurs restent disponibles pour poursuivre la conversation jusqu'à 13h30. Mais pour ceux et celles qui doivent malheureusement nous quitter, merci beaucoup d'avoir été là. On espère avoir la chance de vous revoir lors de notre prochain dialogue qui va avoir lieu le 21 mars. S'il vous plaît, ne pas oublier de remplir le formulaire d'évaluation dont le lien a été diffusé dans le chat. Et si vous êtes intéressé à continuer à participer à nos événements, donc on vous invite à visiter le site web de Vitam, qui est vitam.ulaval.ca. Vous
pourrez alors vous inscrire à notre infolettre pour rester à l'affût de ce qui se passe. Donc, on va maintenant passer à la période d'échange avec l'auditoire. Je vous invite à lever la main ou à utiliser le chat pour adresser vos questions, vos commentaires à nos invités. Je passe le flambeau à Stéphane. Merci. Stéphane, je ne sais pas si on devrait donner les autres invités juste une seconde pour réagir aux commentaires de Joël, puis ensuite, on vous laissera prendre en charge cette deuxième partie du dialogue. Oui, bien sûr, définitivement. Donc, dans le fond, des réactions, Luc ou Marie-Ève? Je pense qu'elle a très bien démontré le problème de la stigmatisation et des solutions. Hein. Je pense qu'il faut permettre aux gens de s'exprimer sans rabouer ce qu'ils disent. Accueillez ce que les gens vous disent sans dire, ben non, c'est pas vrai. Accueillez. J'ai souvent un truc, c'est accueil, recadrage, action. Hein? On accueille, on remet les choses en perspective. Et quelle action maintenant on prend? Ça change. Voilà. Merci, Luc. Donc, merci, Joël, pour avoir pris le temps d'intervenir dans le dialogue. Stéphane, vas-y. Oui, exact. Merci, merci Mathieu, en fait, pour l'animation de ce dialogue. Les discussions ont été très, très intéressantes. Beaucoup d'éléments très importants sont sortis. Merci également à Julie pour cette transition, puis à tous les panélistes d'avoir partagé leurs connaissances et expertise. Là, c'est ça, on entre présentement dans la période d'échange et questions. Donc, vous êtes invités à soit poser des questions dans l'onglet questions-réponses ou aussi dans le chat, n'hésitez pas, ou simplement à lever la main pour qu'on vous donne la parole. Pour l'instant, il y avait une question, en fait, qui était dans l'onglet questions-réponses. Fait qu'on pourrait peut-être commencer par celle-là. Je vais la lire à l'instant. Donc, la ligne peut parfois être mince entre vouloir reconnaître certaines limites des gens pour s'y ajuster de façon bienveillante, mais sans que ce soit vécu comme étant stigmatisant. Par exemple, si on souhaite éviter de surcharger d'informations à une personne qui présente certaines difficultés cognitives, comment nous assurer que ce soit vécu comme bienveillant et non comme une emphase stigmatisante sur les limites d'une personne chez qui on reconnaît aussi de grandes forces. Donc, je ne sais pas qui aimerait peut-être un point de vue de clinicien ou de patient. Je pense que les deux peuvent être très intéressants. En fait, j'aimerais ça. 80% des gens qui ont des troubles mentaux ont des troubles cognitifs. C'est-à-dire problème de mémoire, problème de concentration, problème de reconnaître le non-verbal. Tu sais, quand les gens font des mimiques avec leur face, ils ne comprennent pas. Ça s'appelle des troubles cognitifs. Ça s'évalue très bien par des neuropsychologues. Il y a des psychologues, puis il y a des outils pour ça. Les gens, en général, quand ils rencontrent un professionnel de santé, retiennent 17% de ce qui s'est dit. Donc, ça ne donne rien d'y donner 1001 informations, il ne s'en souviendra pas. D'où c'est important peut-être de mettre ces informations-là par écrit. C'est ce que le Dr. Min fait avec ses tableaux, son calendrier. C'est fantastique parce que tu n'as pas à te rappeler. De toute façon, tu ne t'en rappelles pas. Alors, tu pars avec ça chez vous. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça, que ce soit en santé mentale ou en santé physique. Moi, j'ai eu le cancer. Quand le docteur me dit, vous avez le cancer, là, après ça, je voyais juste la bouche à ligne. Je ne comprenais rien de ce qu'il me disait. J'étais tellement état de choc que, c'est pareil, quand il m'a annoncé, vous avez la schizophrénie. Ben, tu vois juste la bouche à ligne, tu n'entends plus rien. Fait que je pense que c'est ça qui est important d'offrir des outils là, comme ça, là, comme Dr. Mike, Tania aussi, elle en a. Voilà, c'est pour ça que j'avais le goût d'intervenir. Oui, merci beaucoup, Luc. Dr. Min, vous aimeriez réagir? Oui, je suis d'accord, mais je parle pour moi-même aussi. Là. Moi, si je suis surchargé d'informations, je ne peux plus entendre, je ne peux plus écouter. Là. C'est normal, c'est pour tout le monde. Évidemment, si on a des défis en raison d'une maladie ou de la médication, des effets secondaires, ce genre de choses, c'est normal parce qu'on a du stress, mais on saisit moins bien l'information. Alors, garder les choses le plus simples possible. C'est sûr, avec ma pratique, je me suis aperçu que faire des images, c'est utile pour moi, pour mieux véhiculer des idées.
et permettre aussi aux autres intervenants d'utiliser probablement, s'ils veulent, les mêmes images. Comme ça, il y a une redondance d'enseignement. Alors ça, c'est très utile. Et avec la pratique, on s'aperçoit aussi, puis les cliniciens panélistes ici vont être d'accord avec ça, là. L'accompagnement est super important. L'information ne peut pas venir d'une personne. Il faut y aller lentement, respecter le rythme, des fois pousser un peu, mais pas trop. Et lentement, ça va. Je pense que ça peut porter fruit, là, mais des interventions ponctuelles, là, c'est rare que ça fonctionne. Il faut beaucoup de persévérance, impliquer le plus de personnes possible. Évidemment, précocement, hein, des fois, tu sais, avec la maladie qui devient plus sévère, tu sais, ça peut avoir des impacts sur la capacité future d'intégrer l'information. Alors, les interventions précoces, c'est toujours bien. Impliquer la famille, puis des façons simples d'enseigner l'information. Souvent, les patients sortent ici, des fois avec une prescription médicamenteuse, mais souvent aussi avec une prescription non pharmacologique pour qu'ils s'en rappellent. Puis je suis bien content quand les patients ils se roulent les yeux, là, ils disent, Dr. Amin, me parle plus des images comme ça, là, parce que j'ai déjà 5 copies sur mon frigo. Alors, je dis, OK, au moins c'est là. Ils vont s'en rappeler, là. Voilà. Oui, merci, Dr. Min. On retient accompagnement et surtout vulgarisation, en fait, utiliser un langage simple et imagé. Merci beaucoup pour ces astuces. Tania? Peut-être juste rapidement dire, ben, tu sais, on est dans un modèle de rétablissement, on part toujours de ce que la personne souhaite. Donc, tu sais, la personne, si elle a beaucoup de difficultés, c'est pas à nous de dire, ah, je te propose ci, puis ah, as-tu compris ou est-ce que je vais trop fort? C'est plus, OK, comment moi je peux t'aider si elle a plusieurs enjeux? Des fois, les personnes m'arrivent puis ont des enjeux dans plein de sphères de leur vie. Je dis, ben, on commence par quoi? Tu sais, c'est quoi la priorité pour toi présentement? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi présentement? C'est-tu de dormir? C'est-tu d'avoir une activité quotidienne, de voir du monde, tu sais, on part où, tu sais? Et si on part vraiment des besoins, des désirs de la personne, bien, c'est sûr qu'elle ne va pas se sentir bousculée ou qu'on essaie de la diriger ou la contrôler parce qu'on part de ce qu'elle elle veut. Dire, OK, bien, comment moi, je vais essayer de voir comment je peux t'aider vers ce que toi, tu veux. On va regarder ensemble, tu sais. Mais donc, cette attitude-là, ce n'est pas vécu. On n'est pas dans un système expert où j'ai le savoir puis je viens l'imposer. On est vraiment plus dans une collaboration où on va travailler ensemble. Et tant qu'on offre quelque chose qui répond à un besoin ou désir de la personne, normalement, ça ne devrait pas être quelque chose qui devrait être stigmatisant parce qu'on part de ce que la personne souhaite et on y va avec elle. Tu sais. On n'est pas en train de la tirer de force. Hein. Oui, exact, bon point. Ce que je comprends, en fait, c'est un peu des fois peut-être de sortir de notre posture professionnelle puis de se centrer finalement sur la personne, de sur ses besoins, de ce qu'elle nous dit, autant verbalement, mais peut-être aussi non verbal, finalement. Beaucoup de savoir-être. J'ai entendu quelqu'un qui voulait peut-être réagir, je ne sais pas. Non, je me suis... OK, parfait. Donc, pour l'instant, je ne vois pas nécessairement de main levée ou de questions dans l'onglet questions-réponses. Donc, je le répète, n'hésitez pas à intervenir ou à lever la main. Ah, il y a Geneviève ici qui aimerait prendre la parole, donc je te donne le micro. Bonjour. 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 En fait, moi, je suis parent aidante à Accessible SMT. Donc, bonjour Luc, bonjour Marie-Ève et Tania, avec qui j'ai déjà communiqué. Puis, écoute, Luc, merci pour ta première intervention. Tu disais, tu sais, qu'est-ce que je peux faire à partir de maintenant? Bien, tu sais, moi, à partir de maintenant, je vais plus nommer que je suis une parent aidante parce que en fait, souvent, ça va m'arriver de nommer que je suis intervenante quand je vais appeler les équipes traitantes pour avoir de l'information. Quand je recherche des commandites puis que je nomme que je travaille pour Accessible, souvent, je vais dire que j'étais intervenante parce que les gens ne comprennent pas nécessairement, il faut embarquer dans une discussion, puis il y a souvent des jugements, puis même des jugements des professionnels de la santé quand on nomme qu'on est parent aidant. Mais à partir de maintenant, je vais nommer que je suis parent aidante, là, je m'engage à faire ça. Puis, autre chose, je me demandais, tu sais, nous, on travaille en employabilité, puis j'avais comme idée de développer comme des ateliers de sensibilisation auprès des employeurs par rapport à la problématique de santé mentale. Puis je me demandais si c'était possible d'avoir de l'aide de votre part, puis si ça vaut la peine. Tu sais, des fois, tu disais, tu sais, de la formation, ça ne vaut pas la peine.
Y a-t-il des façons de faire aussi qui peuvent aider à intégrer ça puis sensibiliser les employeurs? Merci. Oui, Tania, tu aimerais ça réagir? Juste dire, moi, je te recommande pour le milieu de l'emploi de faire contact avec l'équipe de Marc Corbière. Il travaille beaucoup dans ce milieu-là, puis a beaucoup comment aider justement les différents acteurs du milieu du travail à mieux accueillir les personnes qui ont un trouble mental ou qui reviennent après un arrêt de travail aussi. Oui. Donc, je pense que ça serait une belle équipe là, qui pourrait t'aider, puis peut-être de proposer des trucs qui sont développés là, qui pourraient être utiles. Merci beaucoup. Ouais. Absolument. Puis de l'autre côté, chez Vox Québec aussi, Oui. nous, comme moi, je travaille beaucoup avec Marc Corbière. C'est un des meilleurs au monde, puis j'exagère pas. Il fait des recherches en Australie, au Japon, oui, puis ouais, par là. Alors, Marc, il y a vraiment les techniques à la fine pointe. Puis, tu sais, Marc, il dit souvent une mesure d'accommodement pour des gens qui ont des troubles mentaux, ça coûte 90 $ et moins. Donc, c'est pas l'argent le problème, là. C'est vraiment le lien, c'est le lien entre le supérieur immédiat et l'employé. En tout cas, mais tu peux compter sur nous à Vox Québec, là. Ça va nous faire plaisir. Ben, merci beaucoup. Excellent, merci beaucoup pour ces interventions. Il y aurait une question aussi dans le chat, en fait, qui m'apparaît intéressante. Quelle serait la posture souhaitée d'une personne proche aidante, considérant que la ligne peut être mince parfois dans l'interprétation d'une limite et une expression de stigmatisation? Donc, est-ce que quelqu'un aimerait répondre à cette question? Ben, je peux y aller, mais je prends beaucoup de place. Peut-être je vais y aller. Acheter mon livre. Et donc, oui, c'est ça. Tout est là. Tout est dedans. Ça dépend qu'est-ce qu'on va dire par limite, parce que une des choses qu'on mentionne dans le livre, c'est pas parce que la personne a un trouble mental qu'on laisse tout faire. Puis les limites qu'on met, bien, dans la société, il y a des règles, des limites. Hein? Je veux dire, ça fait partie de la société. On ne peut pas faire ce qu'on veut, on doit s'arrêter au feu rouge. Et donc, dans une vie de famille aussi, il faut qu'on ait nos règles. Et je pense que c'est important, si c'est dit de manière non, c'est comme c'est notre fonctionnement. Donc, chez nous, la règle, ben, c'est que tu ne vends pas de potes dans le sous-sol, ou chez nous, la règle, c'est tu ne mets pas de la musique à 3 heures du matin quand tout le monde dort. C'est des règles de bien vivre ensemble. Je pense que ce n'est pas stigmatisant. D'imposer des règles du genre, ben, je t'oblige pour ta santé mentale, là, ça serait probablement stigmatisant parce que c'est comme on décide qu'on a la réponse pour aider la personne. Mais si c'est des règles de bien vivre ensemble, je pense que ça peut être très, très bien présenté, puis c'est les mêmes règles pour tout le monde. Mais si on veut aider la personne en lui imposant des règles, là, on se questionnerait, est-ce qu'on l'aide vraiment ou on essaie de se rassurer soi-même en faisant ça? Parce que si c'est pour vraiment aider la personne va aussi trouver au change et puis elle va être d'accord aussi avec ce qu'on va faire parce que si on va partir de ses besoins et non pas des nôtres. Merci, Dr. de compléter. Oui, allez-y. Oh, ben, je renchéris sur ce que Tania a dit, là. C'est essayer de trouver un équilibre quand même. Il faut que chacun soit un peu gagnant, que les gens puissent changer. Si on est trop drastique, il y a juste une personne qui gagne, là, ben, ça marche peut-être pour 5 minutes ou 3 jours, là, ça ne marche pas très bien à long terme. Alors, essayez d'être flexible, trouver un équilibre et utiliser du gros bon sens, comme Tania dit. Puis le gros bon sens, c'est souvent en lien avec une équation universelle là, que tout le monde devrait être relativement d'accord, en lien entre la liberté, qui est le coût de la liberté, qui est la responsabilité. D'un bord de la balance, c'est la liberté, puis l'autre côté, ben, c'est la responsabilité qui vient avec. Si tu veux être libre comme ça, mettre la musique à tue-tête à 3 heures du matin, disons, ben, ça va beaucoup coûter cher peut-être. Il va falloir que tu trouves un appartement ailleurs pour avoir. C'est un peu drastique ici, je ne connais pas toutes les situations, mais c'est vrai, c'est une question de. Tout le monde doit être relativement libre, tout le monde doit trouver une certaine responsabilité là-dedans.
on fait ça, si ça ne marche pas, ben, tu peux trouver la liberté peut-être ailleurs. Et donc, c'est pas facile d'être comme ça, être juge et partie des fois, alors s'allier avec des intervenants, avec des organismes d'aide aux familles, hein. Je pense que dans toutes les régions, il y a ça. Puis permettre à une tierce personne de donner cette opinion-là sur cette équation-là de liberté et responsabilité. Je pense que ça aide à faire passer la pilule chez le patient des fois, là, faisant que vous sentez que les limites sont trop souvent dépassées. Comme ça vous sort un peu de la loupe. Sinon, si c'est touché d'être jugé parti pour les familles, je peux l'imaginer, là. Et j'en parle un peu avec un peu de connaissance. J'ai un membre de la famille qui souffre de schizophrénie, que je vois plusieurs fois par semaine. Et oui, j'essaie d'être totalement ouvert d'esprit, flexible. Évidemment, je veux qu'elle soit bien, cette personne-là. Mais c'est humain. Des fois, je suis irrité. Et là, j'essaie d'être gentil avec moi-même. OK, bon, essayons de trouver un équilibre ici. Alors, je vous remercie de l'audience de m'écouter sur ça. Là. Ça m'aide à m'équilibrer. Alors, vous voyez, ça c'est des façons de faire, de se rencontrer, pas être seul là-dedans, pas toujours être libre, jugé parti, et se rappeler cette équation de gros bon sens là, de liberté et responsabilité. Ça marche souvent. Oui, c'est bon, c'est ça. On n'a pas oublié de s'outiller finalement, puis tu sais, d'aller chercher soit des outils pour mieux exprimer cette limite-là, mais des fois, effectivement, de l'aide externe pour Oui, bien Stéphane, communiquer finalement. Oui, vas-y. Allez chercher de l'aide des parents, là, réglez pas ça tout seul, ça marche pas. Il y a le réseau avantdecraquer.com, avantdecraquer.com. Il y a le réseau Société québécoise de schizophrénie, pour ne nommer que ceux-là, là, qui sont d'une aide extraordinaire. Parce que quand on est un proche, on est émotif avec. Donc, c'est difficile de mettre ses limites. Alors, quand c'est une personne qui est externe, qui n'a pas de lien émotif, ben, il est plus qu'à vous de vous aider, de vous accompagner. Puis également, pour la personne dans des groupes communautaires, tu sais, moi, comme parent, je peux lui dire, fais jouer ta musique à 3 heures du matin, c'est non, ça n'a pas de bon sens, puis il n'y a personne qui va endurer ça. Moi, je peux le dire, ça passe mieux que si vous êtes sa maman, par exemple. Non, c'est un petit truc de même que je peux dire. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui, merci beaucoup. N'hésite pas à mettre les liens, c'est des ressources que tu as nommées dans le chat, là, si jamais tu les as sous la main. Je pense que ça peut être utile pour plusieurs. Je vais y aller avec des mains levées. En fait, j'en ai 3 présentement. Donc, Joël, je te donne la parole. Ça ne sera pas long. Voilà. OK, merci. Très court. Ça, c'est par rapport à un sujet qui a été parlé tantôt. Je voulais dire que je pense qu'il est préférable d'assurer le pourquoi qu'un employeur voudrait recevoir de l'information, une formation, excusez-moi, pour engager des personnes qui vivent avec des défis mentaux ou bien qui ont des états considérés comme étant handicapants. Je pense que c'est super important de regarder cette avenue. C'est hyper important. Pas juste parce que c'est à la mode puis que ça paraît bien, mais vraiment parce que c'est quelque chose qui pas juste qui tient à cœur, mais que c'est quelque chose qui veut être implanté sur du long terme, puis que c'est peut-être mieux de commencer par de simples pas, parce que c'est quand même une assez grosse responsabilité. Les humains ne sont pas des jouets, de un. Puis, je crois aussi que si, dans un contexte où ce que ça arrive, tu as un employeur qui est conscient de la situation de l'employé, tout le monde le sait, lui, elle, nous, vous, je pense que c'est super important que chaque partie soit responsable. Du côté de l'employeur, s'il sait que lui, c'est important qu'il préserve son titre, qu'il préserve toute son affaire autour de son titre, toutes ses affaires à lui autour de son titre, mais qu'il soit responsable aussi par rapport au fait qu'il a décidé d'engager une personne aux prises avec des défis. Puis, de son côté, l'employé, je pense qu'il a sa responsabilité aussi de bien se connaître, de connaître ses limites et d'être capable de lever la main quand ce n'est pas possible et d'être capable aussi de lever la main pour revoir le plan d'accommodement ou bien peu importe
je pense que c'est là que ça mène un certain équilibre, puis une certaine justice, que je pourrais dire, entre parenthèses. Excellent. Merci beaucoup, Joël, pour ton intervention. Marie-Ève, tu aimerais réagir? Oui, je trouve ça très intéressant, ce qui est dit présentement, parce que, tu sais, si je regarde juste moi dans mon expérience, pour moi, faire de la suppléance dans le domaine de l'enseignement, c'est parfait parce que je fais mon horaire, tu sais, j'ai comme la chance de pouvoir être accommodée à ce moment-là. Donc, c'est vrai que puis ça n'a aucun impact du tout sur mon employeur. Hein. Je me prends une suppléance, j'y vais, je ne m'en prends pas une autre journée, ça n'impacte personne. Donc, c'est vrai que dans certains emplois, ça peut être plus facilitant que dans d'autres. Je ne dis pas dans tous les emplois, mais pour ma part, c'était d'être attentive aux signes de fatigue. Alors, à ce moment-là, ben, je pouvais être attentive à ces signes-là de fatigue. Puis c'est certain que j'ai la responsabilité de me présenter au travail en santé, autant mentale que physique, pour être une bonne enseignante. Donc, la responsabilisation de la personne est super importante, puis les accommodements aussi. Merci beaucoup. Voilà. Oui, je donnerai maintenant la parole à Muriel, qui a la main levée quand même depuis un petit bout de temps. Donc, je donne la parole. Des fois, ça prend un petit moment là, avant que le micro s'ouvre. Voilà. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. D'abord, je veux vous remercier beaucoup pour cet échange et voilà, ce moment ensemble vraiment super constructif et très riche en connaissances et en expérience, en savoir expérientiel. Donc, je vous remercie. Et voilà, je partage en fait ce que je vous ai écrit dans la conversation parce que j'y crois fortement à l'idée qu'on doit reconnaître qu'il y a un grand nombre de personnes qu'on décrit dans nos sociétés d'aujourd'hui comme fonctionnelles, normales, tout ce que vous voulez comme adjectif, mais qui souffrent en fait de troubles de santé mentale, pas parce que, encore une fois, pour être stigmatisant, mais juste pour s'avouer qu'on vit dans un monde de plus en plus difficile, de plus en plus stressant, de plus en plus sombre, tout ce que vous voulez. Donc, ces personnes-là qui se disent fonctionnelles ou normales ne veulent pas admettre, soit n'ont pas les connaissances pour x raisons, donc qui finissent par ne pas avoir de recours à de l'aide professionnelle. Alors que les personnes qui finissent par recevoir des diagnostics, entre guillemets, officiels, parce qu'on s'entend combien les diagnostics peuvent avoir des zones grises et changer de professionnel en professionnel. Donc voilà, ils finissent par être stigmatisés socialement et dans leur milieu de travail, alors que ce sont ces personnes qui doivent être célébrées. C'est ces personnes qui doivent être encouragées, félicitées, tout ce que vous voulez, pour le courage, pour la conscience, pour la sensibilité qu'ils ont. Fait qu'il il faut reconnaître ça vraiment de plus en plus dans notre monde. Oui, merci beaucoup, Muriel. Je vois des Absolument. hochements de tête. Luc, est-ce que tu aimerais rajouter? Alors, elle a raison. On veut dire, c'est Tout est dit. absolument... Oui. Merci, Muriel. Merci à vous. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Puis là, je vais aussi donner maintenant la parole à Lise Pelletier. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Je suis parent aidante à la clinique Spot, puis je côtoie évidemment beaucoup de personnes qui vivent l'autostigmatisation. Puis je me demandais si vous pouviez me suggérer des outils qui permettent de déceler ou de repérer les fausses croyances et idéalement peut-être la manière de les refléter avec tact. Oui, oui. C'est ça. Ce que Tania vous montre, le livre qu'on a dirigé tous les deux, là, c'est d'abord des personnes qui témoignent, des proches, mais des scientifiques d'à travers le monde, les États-Unis, au Québec et en France, qui nous donnent les dernières données probantes sur la stigmatisation, sur les fausses croyances.
et sur les moyens de contrer cette stigmatisation-là. Je fais des blagues, là, mais ce livre-là, je crois qu'il est 19,95, là, puis il y a vraiment tout là-dedans qui va vous aider, qui va vous accompagner là, pour pouvoir... c'est par les données probantes hein, qu'on dit, est-ce que les personnes sont dangereuses? Vous savez que les crimes... Anne Quaker, qui est directrice scientifique de la recherche à l'Institut Pinel, a écrit un chapitre avec ses collègues. Les crimes graves commis dans notre société, 3% sont faits par des gens qui ont des troubles mentaux. 3%. Donc, 97% de tous les crimes graves, des meurtres, de tout ce que vous voulez, c'est des gens qui ont pas de maladie mentale. Donc, la croyance de dire que les gens sont dangereux, non. Monsieur, madame, tout le monde est plus dangereux que quelqu'un qui a une maladie. Ça, c'est la réalité que les données scientifiques nous apportent. Donc, c'est important d'avoir ça en tête. Là, je vous parle de méta-analyse qui est faite depuis des années, des milliers de recherches qui démontrent que les malades mentaux ne sont pas dangereux. Donc, ça, c'est important aussi de dire. Puis, il faut distinguer quelqu'un qui est sous effet de drogue. Là, c'est différent. Maladie mentale ou pas, les gens qui se présentent à l'urgence pour avoir travaillé dans le système de santé sont à plupart à 100%, surtout les jeunes, là, sont à 100% sous l'effet de drogue. Vous savez, vous travaillez à Spot, là, les amphétamines, la marijuana, ils se présentent à l'urgence. Donc, c'est sûr, ils sont désorientés, ils peuvent être violents, etc., mais c'est pas la maladie mentale, là. On parle de gens intoxiqués. Donc, il faut distinguer quelqu'un d'intoxiqué que quelqu'un qui vit une crise de santé mentale. Oui, Voilà. oui, très bon point, Luc. Merci. Donc, je donnerai la dernière parole, parce que l'heure avance, il est maintenant 1h27. Donc, Dr. Min, vous aimeriez réagir, puis après, on va y aller avec la conclusion. Puis Mathieu aussi. Alors, c'est une réponse un peu à la question de comment déceler l'autostigmatisation. Bien, ça se manifeste par une estime moindre de la personne, là, par rapport à une estime personnelle. Alors, la personne a moins... des fois, c'est flagrant. Là, ça m'arrive de rencontrer des patients qui disent moi, je m'appelle Jean-Pierre, je suis schizophrène. » Alors, immédiatement, il faut répondre à ça. « Ah oui, c'est un peu spécial. Là, pourquoi tu te décris comme ça? T'es une personne. » Alors, on peut être très direct. Mais des fois, c'est plus... on sent que la personne a l'impression d'avoir moins de chance. On leur propose des opportunités, puis ils veulent pas les prendre, ils ont peur. Alors, c'est ça, ils ont peut-être plus peur de prendre des risques. Des fois, c'est induit, hein. Des fois, comme clinicien, on a peur, on se rappelle que la personne a été très malade, là, puis on fait bien attention, mais on fait beaucoup d'anxiété chez la personne. Puis ensuite, la personne l'intègre, ça peut devenir un élément d'autostigmatisation. Alors, pour le soulager, des fois, il faut se permettre de faire prendre certains risques avec le patient, puis la personne peut regagner un peu en estime, puis essayer de prendre des risques. Mais encore une fois, l'accompagnement aide beaucoup à soulager cette auto-stigmatisation-là. Oui, merci. Mathieu? Oui, en fait, je voulais simplement mentionner que aussi sur le site web de la Commission santé mentale du Canada, il y a des ressources qui touchent la lutte contre la stigmatisation, l'autostigmatisation et aussi toutes sortes de choses sur les pratiques qui favorisent le rétablissement des personnes. Souvent, il y a comme des documents, des ressources qui sont disponibles en français aussi. Donc, ça peut être une autre source d'informations et d'outils intéressants pour les gens. On s'approche à 1h30, donc je vais prendre le temps juste de remercier nos merveilleux invités pour le dialogue aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir et un honneur de vous avoir avec nous. Puis là, je passe la parole à Julie pour le petit mot de la fin. J'adresse moi aussi mes remerciements très sincères à tous nos panélistes. Merci pour votre générosité. Ça a été extrêmement intéressant. Merci aux participants aussi pour votre écoute, vos questions, vos réactions, vos commentaires. Donc, on a vu à quel point les échanges entre nos panélistes vous ont intéressés, vous ont interpellés. Donc, merci d'avoir été aussi dynamique. Donc, on vous attend pour un prochain Dialogue Vitam qui va avoir lieu le 21 mars prochain. Sur ce, on vous souhaite une excellente journée. Merci encore et au plaisir.